Une nouvelle critique critiquable et c'est même pas pour balancer du sel. C'est honteux! Oui, je vous avoue qu'à la base, j'étais parti pour une critique à l'arrache sur Mank. Les fameuses critiques à chaud. Et finalement, non. Faire un truc à l'arrache qui me prend 2 heures pour ce film, c'est pas concevable. D'ailleurs, allez voir sur ma chaîne secondaire le temps que ça prend de monter une critique à chaud quand on fait ça depuis des années. Allez, c'est parti pour la critique critiquable de Mank. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Mank est un film réalisé par David Fincher et scénarisé par son père il y a environ 20 ans. Le projet n'a jamais voulu être produit par les studios et arrive sans Netflix puisque David Fincher est sous contrat pendant 4 ans avec eux et il faut savoir que le film n'était même pas sur ma page d'accueil. Le jour J, jour de sa sortie, pas sur ma page d'accueil. Ils ont préféré me mettre Ava, énième film d'action vu et revu. Alors que je dois être l'un des rares à avoir regardé du Jacques Demy sur la plateforme quand même. Comme quoi, il vaut mieux regarder le catalogue Netflix sur Captain Watch. Mank est un biopic sur Herman Mankiewicz qui a travaillé sur des films comme Le Magicien d'Oz, et c'est d'ailleurs lui qui avait eu l'idée du passage du noir et blanc à la couleur en intro de ce film. Mais il est surtout connu pour avoir écrit le scénario de Citizen Kane, premier film réalisé par Orson Welles. Citizen Kane, c'est l'histoire d'un milliardaire qui meurt en claquant un bon et un journaliste va retracer la vie de Kane pour comprendre son dernier mot. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Orson Welles a vraiment redéfini le cinéma avec ce film, que ce soit avec la profondeur de champ ou encore les techniques de trucage, comme ce moment où la caméra traverse le panneau. Pour l'époque, c'était dingue. Bref, recontextualisez le film et vous verrez qu'il a une importance capitale dans l'avenir de la mise en scène au cinéma. Copie du cinéma. Et le personnage de Citizen Kane serait grandement inspiré par William Randolph Hearst, ce qui expliquerait pourquoi dans le film on entend ça. Je vous laisse aller voir la bio du mec, elle est juste énorme. Et petit conseil, vous n'êtes pas obligé de voir Citizen Kane pour comprendre le film Mank, mais vraiment voyez-le, parce que là je vais mettre en relation les deux films et je vais pas parler de tout. Pas tout. Clairement, vous ne pourrez jamais autant apprécier que quelqu'un qui a vu ce monument de l'histoire du cinéma. Du coup, comme ce film s'attarde sur le point de vue de Mank, autant vous dire que Hearst est un bel enfoiré. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la relation entre Hearst et le personnage de Citizen Kane. Et parfois, on a vraiment l'impression de se retrouver à Xanadu lorsque nous sommes dans le Hearst Castle. On constate les influences qu'il a eues dans la politique, tout comme Kane devient politicien. D'ailleurs, je ne savais pas que la MGM avait joué un rôle dans l'élection du gouverneur de Californie en 1934. En revanche, méfiez-vous, car le monteur du film d'actualité qui est ami avec Mankiewicz, lui n'a pas existé en fait. Un biopic reste une fiction, ce n'est pas un documentaire. Donc ce film de David Fincher retrace l'histoire de Mankiewicz dans les années 30, mais ce n'est pas vraiment une biographie. Non! Biographie! Ce n'est pas toujours fidèle, mais vous allez apprendre beaucoup de choses vraies. Vous allez découvrir beaucoup de choses autour de l'histoire du cinéma. Contrairement à Hollywood, qui ne parle jamais de cinéma pour seulement faire de la bonne grosse baise. Parce que les jeunes, ils aiment bien la baise. Et vous pourrez découvrir l'impact du cinéma sur la politique américaine. Parce que la propagande, c'est universel en fait. Vous verrez l'impact que peut avoir une image sur l'opinion publique, le fait que les images peuvent mentir, parce que le cinéma, c'est aussi l'art de la falsification. Alors, même si le propos est intéressant, bien que redondant à certains moments, c'est pas ce qui m'a le plus intéressé. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est la mise en scène de David Fincher, et pour le coup, j'ai été servi. Monster! Oui, c'est bon, calme-toi Jean-Pierre, parce que la mise en scène, je vais justement en parler là. Il fait chier Moki. La mise en scène, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il fallait voir Citizen Kane avant, car même si le visionnage a son utilité pour la narration, mais qu'il reste secondaire dans ce cas, pour ce qui est de la mise en scène, je pense que c'est impératif, car vous ne comprendrez pas toutes les subtilités de David Fincher. Là, on a clairement un hommage au cinéma d'Orson Welles. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. Déjà, dans la construction des plans, on se retrouve face à des éléments typiques de Citizen Kane. Ici, on a un premier plan, souvent un gros plan, un objet ou une personne en amorce, et un arrière-plan. Sauf que l'on a une profondeur de champ pour les deux niveaux. C'est ce que l'on appelle la double focale. Si vous avez vu des films de Brian De Palma, vous voyez exactement ce que c'est. Il l'utilise tout le temps, c'est limite une marque de fabrique chez lui. Et la double focale dans Mank, ça ne manque pas. Je vous laisserai compter le nombre de doubles focales dans ce film et dans Citizen Kane. Notamment lorsque Mank est dans son lit. On voit le personnage au premier plan et un arrière-plan se dessine. Et ce plan avec le lit, on le retrouve dans Citizen Kane. J'ai tout de suite pensé à cette scène avec le verre au premier plan. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai une frustration car ce plan manque
dans Mank. Clairement, j'adore ce plan, je voulais le voir dans ce film. Vous pouvez même retrouver un plan similaire dans la série Watchmen de HBO. Preuve qu'Orson Welles continue d'influencer les metteurs en scène actuels. Et au passage, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Watchmen. Oui, petite pub au passage, ça ne fait pas de mal. Et en parlant de reprise de plans, on a ça. Qui devient ça. Monsieur Mankiewicz. On a aussi le montage qui évoque Citizen Kane à de multiples reprises. Par exemple, cette scène de la cantatrice. On a l'idée d'accumulation et de vertige pour le personnage qui se sent prisonnier de la situation. Et ça, on le retrouve dans Mank. Ici, il assiste impuissant à la victoire des Républicains, comme si son envie de changer les choses était arrivée bien trop tard. On comprend qu'il est prisonnier du système qu'il a décidé de contester, alors qu'il n'y peut déjà plus rien. Et techniquement, le film utilise des technologies récentes, comme la Red Monochrome Monstro, qui est une caméra 8K qui peut filmer en noir et blanc, et d'un autre côté, il va utiliser des techniques des années 40, comme le décor défilant. Faites très attention au son, parce qu'il y a vraiment un travail sur l'atmosphère, on se croirait vraiment dans les années 40, et parfois il y a une certaine résonance qui rappelle justement Citizen Kane, notamment lorsque nous sommes dans le château de Kane. Mank, c'est tout ça, c'est un amour pour le cinéma d'Orson Welles, sans pour autant en faire un dieu vivant. Il est limite représenté comme la personnification de la mort à un moment. Mank, c'est l'histoire de David Fincher qui veut nous raconter l'histoire du cinéma, qui veut nous raconter ce que c'est d'être un artiste au sein d'une industrie hollywoodienne. Le personnage de Gary Oldman, c'est Fincher qui galère à faire son Alien 3 et à qui les studios refusent des projets, comme ce film finalement produit par Netflix. Je pense que pour David Fincher, on est sur un film très personnel, avec le scénario de son père qui est décédé en 2003, et un personnage auquel il s'identifie clairement. Sur Captain Watch, je l'ai noté génial, et au début j'avais mis très bon, mais plus j'y repensais, plus je me disais qu'il méritait plus, car plusieurs jours plus tard, eh bien, le film est encore imprimé dans ma rétine et dans mon esprit. Après, on ne va pas se le cacher, il y a quelques longueurs et des personnages un peu transparents, ce qui explique pourquoi j'ai hésité entre très bon et génial. C'est pas le meilleur de Fincher, mais avec ce qu'il propose, on peut pas dire que c'est honteux, loin de là. Et si ça peut pousser les abonnés de Netflix à découvrir Citizen Kane, c'est déjà ça de gagner. D'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont tenté d'acheter les droits de diffusion de Citizen Kane, mais clairement, c'était le moment pour le faire. Mais on va pas se le cacher, hein. Globalement, le public de Netflix n'en a rien à foutre de Mank, n'en a rien à foutre d'Orson Welles, et n'en a rien à foutre d'un film en noir et blanc. Ouais, ta sœur bâtard. Sauf si c'est la haine. Il suffit de voir les tendances actuelles et le top 10 journalier en page d'accueil pour s'en rendre compte. C'est pas comme si Friends avait été rediffusé 40 000 fois. D'ailleurs, vous saviez que sur Netflix, vous aviez De l'autre côté du vent, dernier film d'Orson Welles qui a été monté après sa mort. Ne me mentez pas en disant que oui, parce que ce film, il est planqué au fin fond du catalogue. C'est honteux. C'est tout pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous exprimer en commentaire. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs, sur Captain Watch, vous pouvez retrouver mon top flop des originales Netflix. Je vous mets le lien de la liste en description. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut. Rosebud. Mmh.